Ça parle sexe sans commune mesure. On se dénude à tout vent sur les réseaux sociaux. Les déviances sexuelles font légion depuis quelque temps dans notre société. Que faire pour y remédier? Et c'est le sujet de discussion sur ce numéro de Boulevard des Femmes. Nous sommes installés aujourd'hui dans le magnifique jardin de la place des Fêtes, le Chapiteau. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Boulevard des Femmes. Accueillons sans plus tarder notre invité fil rouge pour démarrer. Notre invité fil rouge du jour se nomme Annick Florence Dimadja, citoyenne béninoise née à Angaradébou dans la commune de Kandy. Elle a grandi à Cotonou où elle a suivi ses études primaires, secondaires et universitaires. Nantie d'une maîtrise en sociologie et anthropologie, complétée par un master 2 en communication internationale et relations publiques et un autre en management de projet, option administration des affaires, Annick Florence Dimadja a un parcours professionnel polyvalent et très riche. Elle démarre sa carrière en tant que journaliste, chef desk société et rédacteur en chef dans 2 organes de la presse nationale. Son professionnalisme et sa plume lui ont valu plusieurs fois le prix de la meilleure production médiatique option presse écrite béninoise. Un tremplin qui lui a ouvert les portes d'institutions internationales telles que le PNUD, notamment dans le programme d'appui à la promotion de la bonne gouvernance, PAPBG et l'Organisation néerlandaise de développement, SNV, où elle a servi respectivement en tant que responsable à la communication et aux relations publiques. En 2006, elle découvre l'univers des agences de communication et de publicité et s'épanouit dans cet univers en tant que directrice de clientèle pendant une dizaine d'années avant de se lancer à son propre compte en créant son agence de communication qu'elle dirige depuis bientôt 10 ans. Son parcours professionnel l'a conduit tout droit en politique grâce à sa rencontre avec le ministre d'État Pascal Irené Koupaki. Devenue compagnonne de la Nouvelle Conscience, courant politique prôné par le dernier nommé, elle a été un des maillons forts de l'équipe de communication du candidat Pascal Irené Koupaki à la présidentielle de 2016. Madame Dimadja capitalise cette expérience à travers la publication de l'ouvrage intitulé Pascal Irené Koupaki, l'énigme, paru le 24 janvier 2019 aux éditions Pluriel. Un opus qui retrace l'expérience de la campagne électorale vécue aux côtés de ces derniers. Avec la réforme du système partisan, elle devient membre active de l'Union progressiste, aujourd'hui Union progressiste Le Renouveau. Son professionnalisme et son dévouement lui sont reconnus. Annick Florence Dimadja est nommée le 17 juin 2020 conseillère technique aux affaires politiques du président de l'Assemblée nationale. Elle est également la secrétaire permanente à la communication du parti, responsabilité militante qu'elle occupe avec beaucoup de mérite. Ancienne chanteuse de l'orchestre de l'EACE, ensemble artistique et culturel des étudiants, elle aime la musique et la danse. Femme touche à tout, elle ne cache pas son intérêt pour l'art et la promotion de la culture béninoise. C'est à juste titre qu'elle a été marraine aux 3 éditions de Avo Fashion, une célébration internationale du tissu béninois. Annick Dimadja est aussi secrétaire générale adjointe de l'Association des agences de communication du Bénin. Mère de famille, elle est selon les indiscrétions une femme professionnelle, rigoureuse et généreuse. À la question de savoir où est-ce qu'elle trouve tant d'énergie pour gérer plusieurs responsabilités, elle répond « On trouve toujours d'énergie pour ce qui vous passionne ». On trouve toujours d'énergie pour ce qui vous passionne. Cite notre invité fil rouge, Annick Dimadja. C'est bien elle, notre invité fil rouge. Bienvenue sur Boulevard des Femmes. Merci Ghislaine, bonjour à toute l'équipe. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Mirabel Akwaki, la pleine forme? Oui, ça va. Vous vous plaisez bien dans ce magnifique jardin? C'est clair, c'est un nouveau cadre et je parie que nos téléspectateurs vont adorer également. Alors, merci donc à notre hôte, celle qui nous accueille dans ce jardin. Alors, Annick Dimadja,
de journalistes à femmes politiques. C'était déjà prévu comme ça ou c'est juste des concours de circonstances? C'est difficile de dire que c'est prévu comme ça. Je vais dire tout simplement que c'est des concours de circonstances. C'est mon parcours professionnel qui m'a amené vers la politique. On va dire que c'est plutôt la communication qui m'a amené vers la politique. Quand par le fait du hasard, d'un heureux hasard, j'ai fait la rencontre du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Dans le cadre justement de mon parcours professionnel, parce que j'étais dans une agence de communication et dans cette agence, je m'occupais de tout ce qui est grand compte, c'est-à-dire les clients institutionnels, les grandes entreprises, les ministères et autres. Et donc du coup, je m'occupais également de la primature. Il était Premier ministre. Donc, je m'occupais de sa communication. Et voilà, il a déteint sur moi. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en août 2013, il a démissionné. Et donc, quand il est parti, il a créé son mouvement, le Rassemblement Nouvelle Conscience. Entre-temps, j'étais déjà très emballée dans ce mouvement, dans la mise en route de ce mouvement. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la politique, avec le Rassemblement Nouvelle Conscience. Mais plus dans mon rôle de communicante en fait. Okay. Et à l'avènement de la réforme du système partisan, nous sommes allés nous fondre dans l'Union progressiste qui est aujourd'hui l'Union progressiste Le Renouveau. Et donc, c'est vraiment à l'Union progressiste Le Renouveau que j'ai développé mon potentiel et toute mon aptitude en politique, et je me réjouis de savoir que j'avais déjà en moi ce potentiel que je ne savais pas en fait. Donc il y a des gens, quand vous les croisez, qui vous révèlent qui vous êtes. Et je profite de cette tribune pour remercier, dire toute mon admiration au ministre d'État Koupaki et également au président Bruno Amoussou. Voilà des gens qui ont vite détecté en moi la fibre politique. Non, mais c'est quand même curieux, hein, quand vous faisiez la communication, vous avez quand même eu à toucher à beaucoup d'autres domaines. Pourquoi la politique? Qu'est-ce qui vous a si tant captivé et motivé juste parce que vous travaillez aux côtés des grands hommes? Non, parce que j'ai fini par comprendre que on dit souvent, si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. Quand vous avez des idées, quand vous avez une ambition et vous avez envie de prouver quelque chose, il faut trouver le meilleur cadre d'expression de soi. Et j'ai trouvé en la politique le cadre idéal d'expression de ma personne, d'expression de mon potentiel, de mes aptitudes. Et c'est ce qui a justifié le fait que, même pas le fait du hasard, je suis rentrée en politique, mais je suis restée en politique et je pense y rester. Alors, dans tout votre parcours aujourd'hui, de la sociologie au journalisme, à la communication, à la politique, qu'est-ce qui vous a le plus passionné ou qu'est-ce qui vous passionne le plus? Alors, la sociologie, la communication, la politique, il y a un point commun, un dénominateur commun, c'est les hommes. Quand vous êtes en sociologie, vous ne pouvez pas être indifférent à votre environnement. Et quand on parle d'environnement, il y a les acteurs sociaux. Il y a les hommes, il y a des femmes. Il y a des faits culturels, il y a des faits de société qui vous interpellent et qui vous touchent, qui touchent votre sensibilité. Quand vous êtes en communication aussi, c'est la même chose. Vous êtes appelé à vous interroger sur votre environnement, sur ce qui vous entoure, à apporter peut-être une solution à des questionnements. C'est la même chose au niveau de la politique aussi. Quand vous rentrez en politique, c'est parce que vous avez une vision, vous avez une conviction, vous voulez défendre des choses. Donc, généralement, et quand vous regardez un peu, c'est pas... On trouve beaucoup plus ou de plus en plus des journalistes, des communicants en politique. Ce n'est pas un fait de hasard. Je pense que ce sont des disciplines qui se complètent facilement. Et
Et voilà. Est-ce que l'image que vous aviez de la politique auparavant, avant d'être dans l'arène, reste toujours la même après que vous soyez sur le terrain maintenant? Peut-être que l'image que j'avais de la politique est peut-être un peu profane. Quand vous n'êtes pas dedans, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il en est réellement. Et quand on est à l'extérieur, on voit la chose en rose. On voit non, pas en rose, pas du tout. Parce que les gens disent que ceux qui font les politiques sont des menteurs. Oui. Donc quand vous n'êtes pas à l'intérieur, quand vous les voyez, c'est comme si, bon, voilà, ceux-là, ils vous vendent du vent, en fait. C'est vrai, ils sont des menteurs? Ne nous faites pas croire que c'est des saints. Ne me dites pas que je suis une menteuse. On n'ose pas le dire, on ne veut pas l'affirmer, mais ne nous non. dites pas non plus que les politiciens sont des saints. Vous n'êtes pas des saints non plus. Ça, c'est clair. Personne n'est saint ou personne n'est sainte. Mais en fait, chacun a sa vérité. Et ma vérité n'est pas forcément votre vérité. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le politique a sa vision des choses, a sa perception des choses en fonction de sa ligne idéologique qu'il défend. Et donc, la personne qui n'est pas en harmonie avec cette ligne idéologique peut ne pas être d'accord. Et donc peut dire qu'il n'est pas... cette personne ne dit peut-être pas la vérité, mais la personne dit la vérité en fonction de ses croyances, en fonction de sa conviction. Donc, c'est un peu relatif. C'est un peu relatif. Ce qu'il faut retenir, c'est on entre en politique par une conviction. Et c'est cette conviction que vous défendez, c'est cette conviction qui justifie les actes que vous posez. Et ce n'est pas le sujet du jour, ce sera juste une parenthèse. Vous êtes femme, vous entrez en politique, vous avez côtoyé le milieu politique. Alors en tant que femme, comment est-ce que vous appréciez la présence des femmes dans le milieu politique et surtout leur positionnement? Brièvement, alors, c'est juste une vérité pour parenthèse. vérité, les femmes n'ont pas encore leur place en politique. Malheureusement, c'est le triste constat. C'est un tableau qui n'est pas très reluisant. Depuis, on va dire, 1960, on a vu des femmes qui se sont illustrées en politique, mais on n'en a pas vu beaucoup. Et quand bien même elles font l'exercice de la politique, on sait souvent comment ça finit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier cet état de choses. Il y a le regard de la société parce que la femme est perçue comme la gardienne du foyer, la gardienne de la maison. Et donc on ne voit pas forcément son importance ou sa présence dans un milieu politique. Donc, à la limite, il y a un cliché. Les hommes ne lui laissent pas la place qu'il faut dans la politique. Pas seulement les hommes, la famille, la société ne vous laisse pas vraiment vous exprimer en politique. On va dire, mais elle est en train de se promener, elle n'a pas de mari ou quoi. Et quand vous regardez les femmes qui arrivent à réussir en politique, c'est très rare qu'elles soient mariées. Ou qu'elles demeurent dans le ménage parce qu'à un moment donné, soit le monsieur en a marre. Et voilà, donc c'est difficile de concilier les deux rôles. Pendant qu'on parle de femmes en politique, nous sortons des législatives. Est-ce que vos attentes ont été comblées à l'issue de ces élections, militantes que vous êtes? J'ai des sentiments un peu mitigés, pour être sincère, j'ai des sentiments un peu mitigés. En termes d'objectifs, oui, parce qu'il faut déjà être sur la liste. Et ça, c'est déjà un mérite qu'il faut reconnaître et il faut rendre grâce. Et donc, être déjà sur la liste, c'était déjà un combat donc, qui est gagné. Et faire cette belle expérience, parce que c'est vraiment une belle expérience, c'est faire cette belle expérience renchérit ou enrichit votre parcours professionnel, parcours politique et votre relationnel, donc c'est positif. Maintenant, vous connaissez tous les résultats de Cotonou, mais de façon générale, on peut se réjouir de ce que le parti a quand même fait une belle prouesse. Je crois que nous avons eu 53 députés. 53 députés et je pense que c'est le lieu de saluer le leadership de nos responsables et de saluer tous les militants qui ont contribué à ce résultat.
Mais vous semblez quelque peu déçu quand même, un peu. Non, pas déçu, mais je suis restée un peu sur ma soif. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais des sentiments mitigés, mais je suis quand même heureuse d'avoir fait cette belle expérience. Bon, un peu déçu, ça c'est clair. Pour les prochaines fois, vous y engagez toujours? Ben oui, moi, quand je ne lâche pas l'affaire. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des déviances sexuelles que nous observons de part et d'autre dans notre société et pour planter le décor Mirabel. Et si on allait vers la régie pour voir un peu ce que la société en pense. Ce que nous considérons comme déviance dans notre communauté ne l'est pas forcément sous d'autres cieux. Alors aujourd'hui, nous déplorons des comportements qui vont à l'encontre de nos habitudes sociales et culturelles parce que justement, nos enfants, nos adolescents ont ces comportements. Alors la justification de ce fait, de cet état de choses, s'explique par la facilité d'accès à l'information, dont je vais parler des NTIC, qui rendent aujourd'hui le monde comme étant un village planétaire, où un enfant de Cotonou, de sa chambre, vit ce qui se passe aux États-Unis, mais n'ayant pas un bon encadrement, un repère, pense que parce qu'il a vu un adolescent de 17 ans des États-Unis faire quelque chose, étant donné que lui aussi, il a 17 ans, il se peut de le faire. Ce qui ramène à l'éducation de base, qui est cette carte, cette boussole que le parent est censé donner à son enfant pour que, quel que soit l'environnement dans lequel ce dernier se retrouve, garde en lui l'essentiel qui lui permet de faire la différence entre ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Quand on parle de l'éducation sexuelle, on fait référence à tout ce qui touche à la différenciation sexuelle et qui permet une bonne collaboration des deux sexes. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Créateur, Dieu, Allah, tout ce que nous voulons, Vodou, a créé deux individus de sexe opposé. L'un qu'on a appelé l'homme et l'autre qu'on a appelé la femme. Et c'est l'union de ces deux qui donne un troisième être qui est un enfant qui peut être dans les deux sexes. Alors, étant donné que nous sommes deux individus, dans le mot individu, on a individualité, on a particularité. L'éducation sexuelle prépare l'enfant à connaître son corps, à savoir l'individualité qu'il représente du fait qu'il soit une fille ou un garçon, et à le prédisposer au comportement approprié qu'il devrait avoir avec le sexe opposé pour pouvoir grandir en paix, s'épanouir aussi bien dans sa vie sociale, professionnelle ou amoureuse. C'est tout aussi simple que ça. Aujourd'hui, contrairement aux temps anciens, ce rôle d'éducateur revient rigoureusement au père et à la mère, qui doivent, coûte que coûte, mettre en place les fondations solides. Et les fondations solides se basent sur 3 pans. Le premier, c'est l'exemplarité. Moi, en tant que père ou mère, je dois être exemplaire devant mon enfant. Je dois être à l'écoute de mon enfant. Et je dois dialoguer avec mon enfant. C'est le socle. Parce que j'aime souvent dire, un enfant, c'est comme une éponge, une mousse. Quand vous le déposez dans un environnement, il absorbe tout ce qu'il a dans l'environnement. Alors, le premier environnement dans lequel l'enfant qui naît est déposé, de 0 à 3 ans, c'est sa famille, c'est papa, maman, frère, sœur. C'est le cercle restreint dans lequel il vit.
Et il faut le faire absorber les bonnes choses. Quand il commence à aller à l'école ou à la crèche, la nature le presse. Et quand la nature le presse, il y a des choses, des bases qu'il a reçues, qui va commencer par perdre certains d'entre eux. Parce que jugé trop exigeant, jugé pas retrouvé chez les autres. Et à l'âge de l'adolescence, l'éponge qu'on a pressée, je ne sais pas si vous arrivez à schématiser ce que je suis en train de dire, il commence à reprendre ses formes. Et c'est là qu'on dit, l'enfant, il est dans la dualité. Il ne se sent plus enfant, il veut être adulte, mais il ne veut pas en même temps assumer les responsabilités de l'âge adulte. Mais la base, c'est quand l'enfant est sorti, c'est ce qu'il a absorbé en premier. Donc c'est papa, maman, le cercle restreint. Parce que quand je dis les temps anciens, c'est la communauté qui éduque. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. On est dans l'individualisme. Et l'individualisme en appelle alors à une vigilance et à une responsabilisation accrue des parents. Oui, Mirabel, je t'ai vu faire la tête tout à l'heure par rapport à quand elle parlait d'individualisme et de la responsabilité accrue des parents. Oui, on le mentionne aujourd'hui un peu comme une fuite de responsabilité au niveau des parents. J'ai juste souri un peu. Je me demande si dans les faits réels, c'est vraiment ça ou si c'est pas ça. En tout cas, on abordera la question avec notre invité et on va percevoir de façon plus claire ce qu'il en est. Annick, ce qui paraît comme une déviance ailleurs ne l'est pas au Bénin, c'est clair. Tenant compte donc de nos valeurs, qu'est-ce qui peut apparaître comme une déviance au Bénin? Alors, ça, c'est une question vraiment colle. Hein? C'est une question vraiment colle. Qu'est-ce qu'on retient d'abord de qu'est-ce qu'on met dans déviance? C'est tout ce qui n'est pas conforme aux normes. Exactement. Et les normes ne sont pas standards. Les normes varient d'une société à une autre. Oui. Et donc, ce que nous, on peut retenir comme déviance dans notre environnement peut ne pas l'être dans un autre environnement. Mais Maya a dit tout à l'heure. Déjà, de façon générale, on peut retenir que dans notre société, le sexe est déjà très tabou. Exactement. Et donc, son utilisation d'une certaine façon peut faire objet de déviance. Donc, l'approche sexuelle qui n'est pas conforme à nos standards sociologiques peut faire l'objet également de déviance sociale. Donc, quand on voit par exemple des jeunes, puisque c'est le thème de l'émission, qui s'adonnent de façon un peu précoce aux activités sexuelles. Non seulement ils s'adonnent de façon précoce aux activités sexuelles, mais ils ne s'en cachent pas. On l'affiche à tout bout de champ. Aujourd'hui, vous allez sur TikTok, c'est pas rare de voir des femmes, des jeunes femmes béninoises exhiber leur poitrine ou exhiber une bonne partie de leur partie intime, en quelque sorte. Ou d'autres carrément qui font l'amour en direct sur les agir réseaux de la sociaux. sorte, est-ce que c'est pas quelquefois par méconnaissance? C'est pour les jeunes, c'est ou c'est de la folie? C'est d'abord non, c'est d'abord par je vais dire mimétisme. Pas mimétisme, merci de me passer le mot, par mimétisme. Parce qu'en fait, s'ils comprenaient effectivement les implications que ces actes pourraient avoir demain sur leur avenir, ils n'allaient pas le faire. Et donc c'est un transfert mais irresponsable de clichés d'ailleurs. Des clichés d'ailleurs. Et ça, les réseaux sociaux, effectivement, aujourd'hui, ont induit cette façon de pratiquer ces comportements sexuels déviants. Les réseaux sociaux en sont responsables. Mais c'est un ensemble de choses parce que c'est pas tous les enfants qui le font.
c'est pas tous les jeunes qui le font. Alors, À partir de ce moment, il y a une part de responsabilité de la famille, de l'éducateur, de la société, de l'environnement. C'est tout un ensemble de choses. Et je m'apprêtais justement à dire que lorsque ça arrive, est-ce que quelque part, les parents n'ont pas failli? Oui, c'est relatif. C'est relatif. En fait, le rôle d'un parent, c'est d'éduquer, mais en fait, c'est une veille perpétuelle. C'est une veille perpétuelle, c'est une veille permanente. Et ça se fait avec, c'est un peu la politique de la carotte et du bâton. Vous éduquez, vous sensibilisez, vous conseillez. Mais il y a également l'environnement qui peut déteindre sur l'enfant. Et il y a des parents il y a des familles qui sont des familles nobles, ou des parents qui sont présents à côté de leurs enfants et qui font de leur mieux, mais parfois on assiste à un peu de travers au niveau de ces enfants-là. On ne va pas dire que ces parents-là ont démissionné. Mais dans le même temps, il y a des parents qui vraiment ont démissionné et qui ne savent même pas ce que font leurs enfants. Et ça aussi, c'est aussi peut-être des parents qui travaillent, qui ne sont jamais là, qui se soucient plutôt du confort à offrir à l'enfant en laissant de côté ce qui est essentiel, la présence. C'est surtout la présence, surveiller son enfant, parce que quand l'enfant commence, il y a des comportements qui ne trompent pas. Il y a des démarches qui ne trompent pas. Et quand vous êtes parent et vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas assez observateur, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors pour des parents qui ont perdu la boussole peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour une récupération? Elle n'est pas tardive. Elle n'est pas tardive. C'est d'abord que le parent reconnaisse sa part de responsabilité, reconnaisse qu'il a failli et installer un dialogue de confiance. Il faut que l'enfant se sente en confiance. Il faut que l'enfant n'ait pas peur d'aller vers ses parents pour échanger avec ses parents, pour poser des questions, pour poser ses problèmes. Parce que l'âge adolescent, et puis, maintenant, il faut reconnaître que c'est très précoce chez nos enfants. Oui, nous, on va dire déjà. entre 15 ans, 15, 7. Mais là, à partir de 9 ans, il y a des filles qui règlent déjà à règlent partir de 9 ans. 8 ans. Et donc, quand l'enfant commence par régler, à cet âge, le parent pense que c'est la petite fille. Le parent n'intègre pas tout de suite que c'est déjà le début de l'adolescence chez cet enfant, même si c'est assez précoce. Donc, l'enfant qui commence par régler à partir de 8 ans, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut lui dire, mais tiens, tu abordes une phase de ta vie où tu peux être exposé à telle chose. Et ça, les parents ne captent pas parce qu'on va dire, mais on ne va pas faire asseoir un enfant de 8 ans pour lui parler de sexe. Mais c'est justement là aussi l'autre part de la chose. Il y a des parents qui ne sont pas éduqués à parler sexe avec les enfants. Puisque vous l'avez dit tout à l'heure, le sexe est en quelque sorte la chose taboue chez nous, dans notre société, en Afrique et notamment au Bénin. Donc il y a certains parents qui n'ont pas appris à parler sexe. On ne leur a pas parlé sexe et qui ne savent pas comment aborder le sexe. C'est difficile. Là, vous demandez qu'on instaure le dialogue. Mais comment le faire quand on n'est pas habitué à ça? C'est pas simple, mais il ne faut pas être des parents PDF non plus. Hein. C'est quoi, oui, les parents qui ne s'actualisent pas. La réalité de notre temps n'est pas celle d'aujourd'hui. Et ça, il faut se l'intégrer. Sinon, mais écoute, on va ramer à compte courant. Et donc, il faut que les parents commencent par s'intéresser aux jeux des enfants. Déjà, c'est quoi TikTok, c'est quoi WhatsApp, c'est quoi Snapchat. Il faut que le parent commence à s'intéresser à ça, avec son enfant. Oui. Ah, explique-moi, mais comment ça, moi, j'ai envie de faire ça. Moi, je le fais avec mes enfants. Je le fais avec mes enfants quand je les vois sur les réseaux. Je dis, mais comment ça marche, ça fonctionne cette histoire? Ah maman, toi, tu es en communication, tu ne sais pas ce qu'on appelle TikTok. Je dis, je ne sais pas. Ah mais c'est bizarre, c'est la même stratégie que j'emploie avec mes filles à la maison. Je dis, on va faire TikTok là ensemble, on va faire Snapchat ensemble. Et ça installe un climat de confiance. Et l'enfant commence par se lâcher. Et il faut demander à l'enfant, mais toi, tu deviens de plus en plus jolie, mais attends, qui te drague? Fais attention, est-ce qu'il est beau? Tu vois, donc, il faut trouver la manière d'aborder son enfant. C'est votre enfant. Et on ne peut pas avoir des difficultés à échanger, à dialoguer, à discuter avec son enfant. Mais Annick, quelque part, c'est qu'il faut avoir commencé à instaurer ce dialogue très tôt.
Parce C'est que l'idéal. quand c'est gâté, c'est compliqué en ce moment Les de enfants se gagner braquent, la surtout quand confiance ils deviennent déjà adolescents, de l'enfant. Ils se braquent et c'est difficile Voilà. de parler avec Oui, eux. c'est difficile, mais il faut commencer. C'est vrai que quand on va commencer, c'est pas par coup de baguette magique que ça va se dénouer. Mais le parent doit être à ce moment-là très patient. Parce que l'enfant peut être rebelle. Et l'enfant peut se fermer tout de suite. Mais il faut y aller calmement, de façon méthodique et être très patient. Et arriver à installer vraiment le climat de confiance. Et dès que c'est fait, ça s'installe naturellement. Les propos que nous tenons s'adressent beaucoup plus, j'ai l'impression, à des femmes d'un certain niveau intellectuel. Pour la femme rurale qui a des enfants qu'il faut préserver aussi des dérives, elle par exemple, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Non, en fait, ça ne s'adresse pas à des femmes instruites. Non, pas du tout. Même celle qui est une femme, celle qui est rurale, celle qui fait son étalage de taler, je dis n'importe quoi, dans l'exercice de son commerce, peut appeler son enfant, écoute, est-ce que tu m'aides? Aide-moi à faire ci. Et l'enfant, dans cet exercice, commence par poser des questions à l'enfant. Ma chérie, mais tu sais, tu es jolie, j'ai vu. Il y a tel garçon qui te parlait la dernière fois. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il est gentil? L'enfant va sourire. Mais si tout de suite... Les moments d'aujourd'hui, dis, là, toi là, j'étais avec un garçon la dernière fois, à Magobert. C'est pour ça que je dis, il faut trouver l'approche. Mais dès que l'enfant arrive, on te dit, oui, ce que je fais là, tu fais déjà. Les garçons te parlent déjà. Ce que je fais là, tu fais déjà. Quand je vais te taper maintenant, quand je vais te gifler maintenant, l'enfant va se braquer. Donc, tout est question d'approche, tout est question de méthode. Mais il faut reconnaître qu'il y a des enfants aussi vraiment récalcitrants. Et quel que soit ce qu'on leur donne comme éducation à la maison, ils font autre chose au dehors. Avant, nos parents nous disaient, si tu n'écoutes pas ce que je te dis à la maison, la société va se charger de t'éduquer. Mais il se fait qu'aujourd'hui, c'est cette société-là qui éduque mal. Les autorités politiques, quels sont leurs rôles dans cette situation? Je veux parler de nos gouvernants en fait. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut comprendre nos enfants aussi parce que ils sont face à différents modèles d'éducation. Il y a le modèle de la petite famille, le papa, la maman. Il y a le modèle de l'école, ses amis. Et il y a la société, il y a les réseaux sociaux. Et à un moment donné, parfois, l'enfant se sent perdu. Et le modèle de la société, généralement, n'est pas conforme à celui de la maison. Et quand l'équilibre n'est pas fait, l'enfant prend comme adversaire plutôt la famille qui ne comprend pas. Et donc se réfugie sous le modèle de la société qui n'est pas forcément le meilleur. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que tout parent doit être patient avec les enfants. Ça commence déjà par là. L'enfant peut être récalcitrant n'importe comment. C'est de la responsabilité du papa et de la maman. C'est de leur responsabilité de recadrer l'enfant. Et dans les cas où on refoule cette responsabilité à la maman seule, parce que notre société aussi, c'est aussi ça. Il n'y a que la maman qui affronte quand ça ne va plus. Quand c'est pas bon, on dit que oui, il tient ça de sa maman. Les papas aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont là peut-être pour payer la scolarité, s'occuper de l'école et tout. Encore que ça a évolué, aujourd'hui. Mais ils disent souvent que chefs de ménage, que l'éducation de l'enfant, le volet social, la sociabilisation de l'enfant revient beaucoup plus à la femme. Mais à la question de Ghislaine, qu'est-ce que l'État fait concrètement? Bon, l'État, normalement, dans son rôle régalien, doit créer l'environnement qui permettent effectivement de sécuriser l'enfant, d'offrir des modèles d'épanouissement, mais qui sont conformes en fait. Et ça passe par l'éducation, la sensibilisation déjà au niveau de nos écoles, qui est peut-être des enseignements sur le sexe,
sur comment aborder le sexe, sur comment aborder les premières relations de copinage. Bon, je pense qu'il faut qu'on y arrive. Pour l'instant, l'État s'occupe plutôt de la qualité de l'enseignement. Mais je ne sais pas si dans nos programmes d'enseignement aujourd'hui, il y a, je sais qu'au niveau des sœurs, sont introduits déjà dans beaucoup d'écoles confessionnelles. Là, on est resté totalement dans l'éducation sexuelle. On est resté là totalement dans le secteur formel, dans le secteur informel. Quand on va sur TikTok aujourd'hui, ces jeunes qu'on voit, c'est des jeunes qui ne vont même pas à l'école, qui viennent découvrir les réseaux sociaux et qui l'exploitent autrement. Pour ma petite enquête que j'ai eu à mener sur le sujet, les gens parlent de manque d'occupation de la jeunesse aujourd'hui. Il y a les centres de loisirs qui ne sont pas réellement ce qu'ils doivent être. Les jeunes manquent de loisirs, manquent d'orientation réelle pour s'occuper et puis ils se jettent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avoir son petit téléphone Android et se mettre à faire des films de je ne sais quelle nature, c'est très facile. Tout le monde sait capter aujourd'hui les images, faire des vidéos. Les bonnes jeunes filles qu'on met dans les magasins pour vendre, vous les voyez en train de se filmer et de lancer sur TikTok. Je découvre de ça truc que c'est bizarre. Moi, personnellement, je suis allée sur TikTok il n'y a pas encore 3 mois. Mais c'était juste pour aller voir des choses, mais je suis ahurie par ce que je découvre. Et c'est comme je le dis tantôt, la plupart de ces jeunes filles ou jeunes hommes, quand vous les entendez, c'est des Français approximatifs et puis après ils se disent qu'ils s'en foutent et puis ils reprennent dans notre langue maternelle, dans leur langue maternelle, je dirais par contre. Donc c'est par rapport à ça que je voudrais savoir, est-ce que ce ne serait pas plutôt utile que l'État crée ce qu'il faut, notamment au niveau de nos contrées, des villages. On sait que dans les villes, il y a suffisamment ce qu'il faut, encore que pas suffisamment. Dans Cotonou, ici, très peu d'espaces sont dédiés pour les jeunes, pour les occuper réellement sainement. En tant que femme politique, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous pouvez préconiser à ce sujet? Je pense que vous avez touché un point important de la question. Mais en notre temps, il n'y avait pas non plus des centres de loisirs, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. La société était il n'y en avait pas beaucoup et pourtant il n'y avait pas autant de dépravation. Donc effectivement, la société, il y a une mutation aujourd'hui des choses et donc en tant que politique, on doit s'adapter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas être des parents PDF. Les politiques aussi ne doivent pas être PDF. Les politiques doivent effectivement s'adapter à la réalité des choses. Et c'est la mise en place ou la création de centres d'insertion sociale, la création de centres de loisirs, d'occupation de ces jeunes. C'est peut-être la meilleure solution ou une des solutions qu'il faut peut-être mettre en place, envisager. Mais à côté de ça, le rôle de la sensibilisation et l'éducation me paraît fondamental. Même si vous mettez en place toutes ces infrastructures et qu'il n'y a pas de sensibilisation derrière, qu'il n'y a pas d'éducation derrière, qu'il n'y a pas de suivi et d'accompagnement réel de ces jeunes, on va passer à côté du problème. Et donc, à côté de ça, je pense que l'État doit penser également à mettre en place des centres d'accompagnement, d'écoute, de suivi de ces jeunes-là. Le rôle de l'État, le rôle des parents, mais il y a la responsabilité des enfants eux-mêmes. Oui. Est-ce que les enfants sont responsables déjà? C'est ça, j'allais poser la question. Est-ce que les enfants sont responsables? Le droit et le devoir. Le devoir incombe à qui? Aux parents. Et le droit? Les enfants ont tous les droits pratiquement. Ben oui, c'est ça. Donc, il faut leur dire qu'ils ont également des devoirs. Il faut déjà qu'ils soient informés. Ce qu'ils ont à faire avant d'assumer maintenant, eux, leurs devoirs. Et ça revient à la responsabilité parentale. Parce que l'enfant est né dans une cellule. Et cette question de responsabilité parentale, ça nous interpelle tous. C'est d'abord ça. Mais on est dans un monde où on cherche tous l'argent, on veut être autonome, on travaille. Plus personne n'a le temps, ni les mamans qui restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Les papas, c'est connu et ils ne restent jamais. Quand c'est comme ça, comment on arrive vraiment à veiller sur les enfants? Il faut trouver du temps
à sa progéniture. Parce qu'on court, on cherche l'argent, on n'a pas le temps, mais on cherche l'argent pour cette progéniture. C'est ça le but in fine. Les parents courent, c'est pour les enfants. Et si, à la fin, les enfants ne peuvent pas profiter de tous ces efforts de ses parents, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, quelle que soit l'occupation du parent, il faut que le parent trouve du temps pour les enfants. Ça, c'est très important. Indiscutable. Il faut que le parent trouve du temps pour l'enfant. Et la maman et le papa. Et puis on peut s'organiser. Si ce week-end, c'est maman qui se sacrifie, il faut que le week-end qui suit, papa puisse se sacrifier aussi et joue le rôle. En fait, c'est très important quand les deux parents ont le regard là-dessus. L'enfant se sent beaucoup plus contrôlé et est obligé de trouver quelqu'un à qui se confier parmi les deux parents. Et il faut associer l'enfant au dialogue parental. Il faut associer l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent même pas dans quel secteur d'activité leurs parents sont. Exactement. Le papa est parti à 6h, la maman part à 7h, tout le monde rentre à la maison. Il y a des enfants qui sont livrés à eux. L'enfant est déjà couché, où on a juste le temps de lui demander est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as révisé tes leçons. Oui papa, oui maman, ce n'est pas ça. Et aussi, je crois que les deux parents aussi doivent tenir le même langage devant l'enfant. Parce que quand la maman a tendance à refuser, le papa a tendance à lui permettre, l'enfant va se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Il se perd en ce moment-là. Il faut qu'il y ait un même langage. Si l'enfant manque de modèle dans sa cellule, il ira chercher le modèle ailleurs. Et le modèle qu'il va chercher ailleurs n'est pas forcément le bon. Et donc, il y a un ensemble de conditions qu'il faut créer dans la famille pour permettre à l'enfant de s'épanouir de façon saine. Quand papa et maman se disputent, se lancent des mots, s'attrapent le collet devant l'enfant, quelle est cette image qu'on laisse à l'enfant? C'est ça aussi la question. Oui. Et les psychologues disent aussi que quand le papa et la maman ne savent pas comment aborder l'enfant, il y a forcément un membre de la famille ou un ami qui peut récupérer l'enfant. Et il faut forcément arriver à définir, à trouver cette personne vers qui on peut envoyer l'enfant et à qui l'enfant peut se confier en toute confiance. À s'assurer surtout que cette personne est une bonne personne. Confiance. Exactement. Elle peut avoir des influences assez positives. Voilà, exactement. C'est-à-dire un parrain de l'enfant ou en tout cas un ami à la famille ou une personne... En toi, une personne vraiment responsable. La famille. Voilà, mais on va évoluer. Le temps est en train de courir. Nous allons évoluer. Annick Dimadja, votre portrait nous a soufflé que vous aimez le sport. Vous avez pratiqué du sport, oui. Vous êtes sûr? Non, je pose la question. J'aime bien la gymnastique, mais je ne suis pas... sportive de haut niveau. De haut niveau, non. On va dire le sport d'entretien. Sinon, on allait vous enrôler dans l'équipe nationale, les guépards. La gymnastique pour les femmes, on parle des Amazones maintenant. Non, j'aime être sur les gradins pour mieux les observer jouer. Oui, c'est vrai que vous avez vu dans le maillot jaune des supporters, bien sûr, pour accompagner les écureuils dans le temps. Aujourd'hui, les guépards. Alors, vous êtes quand même une femme très cultivée. Merci. Et je prends ça pour un compliment. Et vous connaissez peut-être la femme en vogue du jour, celle que nous propose Fifame Salomé Atadeji, qu'on va découvrir. Nadia Nadim, footballeuse internationale danoise d'origine afghane, évoluant au poste d'attaquant. Elle joue au cours de sa carrière principalement avec le Fortuna Årjäng, Portland, puis le Paris Saint-Germain avec lequel elle devient championne de France. Nadia Nadim naît à Herat et grandit en Afghanistan jusqu'à ce que son père, général de l'armée nationale afghane, soit exécuté par les talibans en 2000 alors qu'elle est âgée de 12 ans. Sa mère décide alors de quitter le pays avec ses 5 filles. Elle passe par le Pakistan, rejoint l'Italie avec de faux passeports, puis embarque dans des camions pour rejoindre Londres où la mère a des relations. Finalement, elle se retrouve au Danemark, à Randers, où elles sont envoyées dans un camp de réfugiés. Nadia Nadim commence à jouer au football et rejoint un club local. En 2009,
Elle devient la première sportive d'origine étrangère à intégrer l'équipe nationale danoise, hommes, femmes et tous sports confondus. Titulaire régulière en sélection nationale, elle participe aux 3 matchs des Danoises lors de l'Euro 2009 en Finlande. Elle est sélectionnée pour l'Euro 2013 où le Danemark s'incline en demi-finale au tir au but. Nadia signe au Sky Blue FC en 2014. Elle marque 7 buts et offre 3 passes décisives en 6 matchs. Elle prolonge son contrat pour la saison 2015. En 2016, Nadim est transférée au Portland Thorns FC. Elle est également sélectionnée pour l'Euro 2017 avec une défaite en finale face aux Pays-Bas malgré son ouverture du score. Arrivée à Manchester City en janvier 2018 et après avoir disputé 28 matchs, 8 buts, son club met fin à son contrat le 19 décembre 2018. En janvier 2019, elle signe au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison. Elle prolonge à l'été 2019 son contrat d'une saison supplémentaire avec le club parisien, puis récidive en mai 2020. Le 14 novembre 2020, elle inscrit un septuplé, un record pour une joueuse du PSG en D1 lors de la victoire 14-0 contre Issy. Championne de France avec le club parisien, Nadia Nadim le quitte en fin de saison. Nadia a été nommée championne de l'UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes en juillet 2019. Elle publie un livre autobiographique en 2021. En 2020 et 2021, Anissa Bonnefond a suivi Nadia Nadim et réalisé le documentaire Nadia de l'ombre à la lumière, ce documentaire qui retrace son parcours et ses engagements. En parallèle à sa carrière de sportive, Nadia Nadim suit des cours de médecine et prépare ainsi sa carrière professionnelle de chirurgienne après le sport. En 2022, Nadia Nadim devient officiellement médecin. Nadia Nadim avec un parcours assez atypique. FIFA Salomé Atadji, merci pour ce coup d'œil. Annick disait tout à l'heure qu'avec l'effort, on arrive toujours à se démarquer. Ou bien, mais en dehors, au Bénin, quels sont les sportifs que vous connaissez? Les sportifs ou les sportives? Les sportives, hein? Les Question sportives. pour le champion? Les femmes, j'aime bien Noélie Yarigo. Noélie Yarigo, oui. Oui, je pense que c'est la seule que je connais. Hein. Je pense que c'est la seule que je connais. Ça, c'est dans Parce l'athlétisme. que je l'aime bien, j'ai vu comment elle a démarré, comment elle a évolué. Et elle fait beaucoup de prouesses. Elle fait beaucoup de prouesses. C'est vraiment une fierté pour notre pays. Vous en connaissez des footballeuses béninoises? Pas encore. Peut-être avec Pas la nouvelle encore, équipe, mais bon, les voilà. Amazones, elles vont se révéler. Voilà, il faut dire que le football féminin est très récent. Et donc, je n'ai pas de doute que d'ici quelques années, on aura de grandes figures, de grands Non, le noms. football féminin n'est pas aussi récent que ça. Au Moi, je me Bénin? souviens quand j'étais au collège, il y Non, avait des c'était pas aussi organisé. On Ben a oui, tous d'accord. joué au collège. On a tous D'accord. joué. Moi, j'aimais bien mettre le but, hein, On même a si couru c'était sur pas la cadré. Ben, j'imagine Mirabel dans son shot au collège. Est-ce que Mirabel a même fait du sport? Si, j'ai fait du sport et j'aimais particulièrement le football, c'est bizarre. Seulement que j'avais de la peine à toucher au ballon sur la pelouse. Ah, comment ça? Comment on peut aimer le football et avoir de la peine à toucher? C'était très toucher difficile, le on ballon. était nombreuses à courir et quand j'étais enfant, j'étais un peu plus corpulente. Donc les plus effilés arrivaient vraiment à aller plus vite. Et en ce Ouais. moment, je touchais rarement le ballon vraiment. Mirabel. Je pense que dans quelques années, on aura de grandes figures. Non, mais c'est De toute avec façon, la politique actuelle du Avec la gouvernement. politique actuelle du gouvernement, il y a de réelles conditions qui peuvent permettre oui, effectivement que ça fait rêver le en tout cas. football Ça fait féminin beaucoup rêver. s'épanouisse Ouais. et donne des fruits. Il y a quelque chose que moi je retiens de l'environnement sportif en général, qu'on soit dans le football, le handball, la natation et autres, c'est l'exercice, l'effort constant et la discipline.
Et je pense qu'on devrait garder, ce sont quand même deux valeurs transversales à toute discipline. Quand on veut réussir dans la vie, sans effort, sans un minimum de rigueur et sans la discipline, on ne peut rien faire. Et c'est clair, quand vous vous engagez dans une discipline sportive, vous avez cette rigueur en vous-même. Et ça vous fait épanouir. Ça, je vous le dis en tant qu'ancienne sportive. Ben oui, moi, j'ai été une grande sportive. Ah oui, je le dis avec beaucoup de fierté. Une grande handballeuse dans de renom d'ailleurs, hein, même si au fil du temps... Oui. Non, elle a encore les réflexes. Malheureusement, on n'a pas de ballon. Et l'autre expérience que Annick a eu à faire et qu'on a découvert dans son portrait, c'est qu'elle était aussi actrice. Elle a fait elle a chanté. Elle a joué à l'EACE. Ouais. À Bomikalavik dans le temps. Peut-être qu'elle a eu aussi à faire du slam, on ne sait jamais, parce que celle que nous recevons dans Tache d'encre, c'est une slameuse, une jeune slameuse que je vous prie de découvrir. Elle nous fait son hymne en l'honneur à la femme. Mon cœur d'enfant pleure chaque fois qu'il voit un homme usurper une femme et un enfant dans nos villages, villes, quartiers et même dans nos ruelles pour satisfaire sexuellement sa personne. Ma compassion est fort grande pour nos sœurs que je vois compromettre nos sacrées mœurs. D'ores et déjà de l'éducateur, j'implore la vertu, puisqu'après la main impuissante, le père s'est tu. Le sexe féminin n'est pas un objet, le sexe féminin non plus un jouet. Le sexe féminin est un beau trésor sacré, naturel et divin qu'il faut préserver et respecter. Alors, pourquoi abusez-vous de la femme? Pourquoi usez-vous de sa personne? Évitons ce lieu saint pour ne pas commettre des actes malsains. Le secours des assistants sociaux aussi imploré et l'engagement de la jeunesse consciente souhaité. Cela contribuera au rétablissement de nos valeurs et c'est ainsi que notre société trouvera le bonheur. Voilà l'Amazone des lettres qui dénonçait là tout tantôt les violences faites aux femmes. Mais également quand on lit à travers son texte, elle dénonce aussi le fait de profaner le temple sacré de la femme. Et quand on parle de profaner, ce n'est pas que les viols, c'est peut-être aussi par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui, mettre son sexe à nu, au vu et au su de tout le monde, alors que le sexe, il est sacré. Oui, le sexe, il est sacré, il est divin. Le sexe, c'est la vie. À partir de ce moment, il ne faut pas avoir, ce n'est pas de respect qu'il faut avoir au sexe. C'est de la dévotion. C'est de la dévotion qu'il faut avoir au sexe. Et ça, il y a beaucoup de femmes malheureusement il y a plusieurs sortes de viols. Il y a le viol qu'on connaît avec le caractère violent. Mais toutes les fois que la femme n'a pas envie de faire l'amour et qu'elle est obligée de le faire par devoir conjugal, ou pour satisfaire la libido de son mari, c'est une sorte de viol. Oui, le législateur a été clair à ce sujet, c'est aussi un viol. Et tout homme qui intègre le caractère sacré du sexe et du sexe de sa femme doit pouvoir l'amener à accepter naturellement. Et c'est tellement bon quand c'est mieux ainsi. C'est tellement bon quand c'est consentant. Quand c'est consentant. Mais dans nos sociétés, on estime que elle est là pour ça. Et c'est ce que la famille dit aussi. C'est ce qu'on dit. Et la famille dit, attends, il y a à manger chez ton papa, donc c'est pas à cause de la pâte que tu es allé chez le monsieur. Mais il y a donc Adona, c'est en sous toute forme quoi. Toutes ces formes. Non, on va appeler nos grands frères, nos hommes, nos époux, nos collègues à mieux apprécier le sexe. On ne le dira jamais assez et on va le répéter chaque fois. Mirabelle, je peux voir tes ongles? Bien taillé. Je vois pas bien. Je cache les miens ou quoi? Bien taillé, bien joli. C'est rare de me voir avec du vernis, en tout cas, mais là, j'en ai de très beaux.
Ah ben oui, et assorti à votre assorti, ah pantalon bah en oui. plus. Chez moi, ils sont La femme très doit être courts. coquette. Ben, je ne sais pas comment vous appréciez. Moi, mes doigts, je ne sais pas. Bon, Ouais, c'est... je ne vous laisse pas trop regarder de toutes les En tout façons. cas, oui, ils sont très beaux. Ah oui, bien taillés aussi. Eh bien, vous avez compris, le prochain sujet, c'est recettes et astuces et c'est comment entretenir les ongles. Bonsoir chers amis du Boulevard des Femmes, bonsoir Ghislaine. Pour ce numéro de recettes ou astuces, les femmes, vous allez adorer. Je sais que vous passez beaucoup de temps chez vos prothésistes à faire la queue pour faire les poses d'ongles. Eh bien, ce soir, nous allons apprendre à faire nos poses d'ongles mous à la maison en quelques minutes seulement. Je suis la cliente et nous sommes avec Gloria Desmous, notre prothésiste. Bonsoir Gloria. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. Vous allez nous apprendre quelques astuces. On y va? D'abord, ce sont des poses faites au préalable. Des capsules de poses qu'on a déjà faites et on vous les place en 10 minutes seulement. Et vous pouvez le faire également chez vous. Donc on les achète d'abord. C'est disponible chez moi. Ça se fait sur commande de la cliente avec ses exigences bien sûr, sur la longueur, la couleur, le motif et tout. Je précise que tous les accessoires sont disponibles avec le pack. Et premièrement, on va dégager les cuticules. Ensuite, je récupère ma petite lime. J'ajuste aux ongles. Mettons la pression pour que ça colle d'abord. Ensuite, simplement, on enlève. Après, on vérifie si ça a bien fait. On essaie d'appliquer. Simplement, vous allez finir votre pose en 5 minutes. C'est très bien. Moi, je vais essayer maintenant de le faire. Là, vous verrez comment c'est facile. On la colle. J'appuie légèrement pour que ça tienne. Et ensuite, j'enlève. Et voilà. Je prends l'angle déjà fait et je mets. Simplement, c'est tout. J'appuie et ça tient. Pour finir, Le dernier. le dernier sur le pouce, je pose la colle en silicone, j'appuie, le sachet, je mets mon ongle, j'appuie, je mets la pression Et puis c'est tout. waouh, et c'est très joli le résultat. Maintenant, quand vous finissez, vous gardez votre pack à la maison et Et vous pouvez le remettre après pour d'autres occasions. Et voilà, ce sera tout. C'était comme un jeu d'enfant pour moi. Ghislaine, Mirabel Salomé, faites-le chez vous à la maison. Vous verrez que c'est vraiment facile. À la prochaine pour un autre numéro de recettes ou astuces. Passez une très bonne soirée. Bye bye. Ah ben oui, ça c'est une très belle note. Moi, j'ai quand même aimé. Oui, j'ai aimé aussi. Hein. C'est une touche féminine. Oui. Ah oui, la femme Et se doit surtout d'être que coquette. Annick a déjà posé des ongles. Hein.
Oui, je l'ai fait pour toi. Il y a une autre... Ah ben merci, c'est gentil. Mais voilà, vous venez d'apprendre une autre technique pour le faire. Oui, vous-même à la maison. Parce que là, je suis sûre que c'est une spécialiste. Vous êtes allé chez dans le Non, c'est ma soeur qui m'a fait ça. Ah d'accord. C'est ma soeur qui m'a fait ça. Mais bon, je viens de découvrir une nouvelle technique. Peut-être que je vais l'essayer ces jours. Mais Mirabel, Oui, toi et moi, on va s'y mettre. Hein? c'est clair, c'est très beau ce que j'ai vu. Et puis c'est très facile cette technique. Il faut juste avoir les ongles et les poser soi-même. On gagne du temps, on évite de perdre du temps chez les prothésistes. Il a dit, ça je promets. Et d'ailleurs, elle nous a recommandé de le faire. Ça va se faire, Saint-Tiche. Alors, la tradition sur Boulevard des Femmes, c'est que notre invité confesse avant la fin de l'émission ses péchés mignons. Ouh là là. Même les péchés vilains, on prend. Elle en a de très peu. Ah ben, Mirabel... Alors, on y va pour coquine et taquine. Annick Djimadja, alors j'ai dit vos péchés mignons. Vous êtes au confessorat. Qu'est-ce que vous avez à nous confesser que votre portrait n'a pas dit? Ben, si le portrait n'a rien dit, c'est qu'il n'y a rien à confesser. Non, nous, c'est ce que nous on a pu découvrir sur vous. Mais vous-même, quand vous regardez ce portrait, quand vous suivez le commentaire posé dessus, est-ce que ça vous représente réellement? C'est clair, côté professionnel, côté social, mais côté intime, là, on ne peut pas savoir, c'est vous qui allez nous dire. Côté intime, c'est pas... Tu as bien dit intime, donc c'est privé. Oui, mais on est entre nous. Côté intime, bon, Annick, elle est mère de 3 enfants, 3 beaux enfants. Super. Donc, voilà, qu'est-ce que je vais dévoiler de plus? Elle a son compagnon, elle aime bien faire l'amour. Voilà. Ouais. C'est ça le péché mignon. C'est ça, elle aime bien. Elle aime bien manger, et puis elle aime bien danser. Elle aime bien chanter. Bref, quand elle n'est pas dans des conditions professionnelles, elle se lâche bien quand elle se sent en confiance. Elle aime bien danser. J'aime tellement entendre ça parce que moi-même, j'adore danser. Malheureusement, on n'a pas prévu de quoi danser. On va peut-être organiser une soirée pour inviter Annick. Mais si le gazon ne permet pas de danser, elle peut tout au moins chanter parce qu'elle dit qu'elle aime bien chanter aussi. Ça? Ah ben oui, pourquoi pas. À condition que vous fassiez le chœur. Ben peut-être si on connaît le morceau, vas-y déjà. On va trouver une... Attends, je sais pas, mais dans quel style? Le style de l'inspiration. Le style de l'inspiration. Là, j'ai aucune inspiration. Mais on a quitté le mois de l'amour il n'y a pas longtemps. À février. Le mois de l'amour. Ah donc, ok. Il faut que je fasse une déclaration d'amour. C'est ça? Pourquoi pas? Ou qu'on fasse un feedback de comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé? De comment quoi s'est passé? Le 14 février. La fête de l'amour. Oh là là. Bon, c'est devenu une fête commerciale. L'amour se célèbre tous les jours. Pas besoin d'un jour spécifique pour célébrer l'amour. Le temps que l'inspiration vienne pour le chant. Alors, comment est-ce que Annick pimente sa relation, puisqu'elle aime bien faire l'amour? Alors, pour préparer le lit et tout ça, quelles sont les astuces de Annick? Pour préparer le lit, quelles sont les astuces à ça? Déjà, il faut garder l'environnement très propre. Très, très, très propre. Moi, je suis un peu maniaque. Donc, il faut garder l'environnement très propre. Il faut y ajouter sa touche personnelle. C'est-à-dire, on veut la touche personnelle de Annick. On veut apprendre aussi. Il faut être coquine. Justement, on est si coquine, taquine. Il faut être coquine. Moi, j'aime bien me mettre en petite culotte, un petit haut. Ça, c'est déjà des appels de pied. Voilà. Des appels de pied en journée pour préparer monsieur. J'aime bien envoyer les petits messages coquins. Et comme il me connaît, il sait déjà que quelque chose va se préparer certainement. Voilà, donc voilà. Et bon, il faut jouer en fait. Dans cet environnement, il ne faut pas avoir de tabou en fait, puisque c'est votre homme. Donc, mais il arrive que monsieur, tout comme nous aussi, ne soit pas réellement dans les conditions quand
vous avez envie. Comment est-ce que Annick s'y prend quand c'est comme ça? Non, il y a deux options. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Donc, vous installez le climat de tendresse. Tout simplement, vous créez le climat de tendresse. Vous embrassez, vous le touchez, et vous le rassurez. Il peut poser sa tête sur votre poitrine et dormir. Mais si dans le jeu, ça peut déclencher aussi l'envie. Ben, donc ça dépend de votre savoir-faire. Alors, ça dépend de votre savoir-faire. Quand monsieur se fâche, quand Annick fâche monsieur, et quand c'est pas Annick qui a fâché monsieur, que monsieur est fâché, parce qu'il arrive que des hommes, ils inventent des histoires pour se fâcher. Ils ne seront pas d'accord avec toi. Ben, c'est vrai que nous, femmes, on a nos caprices, mais il arrive des fois où les hommes aussi, ils inventent des histoires. Ils en font de trop. Ouais. Mais quand monsieur se fâche, comment est-ce que Annick prend ça? Comment est-ce qu'il gère? Les Ivoiriens disent prends-moi cadeau. Il faut connaître la faiblesse de monsieur, tout simplement. Quand monsieur se fâche, mais toi, tu ne vas pas te fâcher. Surtout si tu sais que le monsieur a raison de se fâcher, ben, tu présentes tes excuses. Et puis, dès qu'il rentre, il voit que tu es prêt. Tu es prête. C'est vraiment pas moi cadeau. Parce que lui-même, comme il sait qu'il est fâché, que peut-être le matin quand il est parti, l'environnement, l'atmosphère n'était pas bien. Il ne peut pas s'imaginer le soir que l'accueil serait aussi chaleureux. Donc, il faut le surprendre. Il faut tout faire pour calmer ça. Ouais. Il faut tout faire pour calmer ça. Il faut tout mettre en œuvre pour calmer ça. L'inspiration pour le chant est enfin arrivée. En attendant le chant, qu'est-ce qui vous est arrivé de plus beau depuis votre existence et qui vous a marqué à ce jour? Mes 3 maternités. Mes 3 maternités, parce que les maternités ne se ressemblent pas. Quand j'ai eu ma première fille, je me disais que c'était le moment le plus beau. Quand j'ai eu ma seconde fille, est une fille, c'est ça? C'est une fille. La cadette aussi, c'est le Benjamin qui est le garçon. Elles sont bien encadrées. Ouais. Donc, je dirais mes 3 maternités. Je dirais il est bien encadré plutôt. Mes 3 maternités. Chaque maternité avec son histoire. Avec son histoire. Alors, on y va pour le chant. Décidément, elle ne veut pas me lâcher. Oh non, pas du tout. Il faut forcément que de vos nombreux talents, on ne va pas parler que politique et intellectuel, mais de vos nombreux talents cachés, qu'on ressorte au moins un ici. Tu as parlé d'amour, ok, d'accord. Pas forcément d'amour, hein, mais c'est selon l'inspiration, comme l'a dit Mirabel, oui. D'accord. Top, c'est parti, comme on dit. Un maître de cœur, peut-être qu'on va l'appeler la réalisatrice. Oui, un maître de cœur. Pour être le maître de cœur. Voilà. Ben, nous avons les caméramans aussi qui peuvent jouer le rôle de maître de cœur. Oui, je vais fredonner une chanson de Nana Mouskouri, puisque bon, on est toujours dans la fièvre de l'amour. Oui. Et on est dans le mois de la femme. Voilà, on est dans le mois de la femme. Je serai la plus tendre. Je saurai te prouver que j'ai mis pour t'attendre qu'une éternité. Je saurai me défendre. Et pour la continue une armée pour mieux t'aimer. Pour mieux t'aimer. Waouh! Mirabel, j'apprendrai tous les rôles. Je serai à la fois la plus gaie, la plus drôle. J'aurai quelquefois la tristesse du sol ou sa beauté. Pour mieux t'aimer, pour mieux t'aimer. Je serai la même et chaque jour différente. Stop. Super. Je connais bien la chanson, mais les paroles, non. J'ai pu la fredonner quand même. Ben voilà, et Annick Djimadja, merci beaucoup pour ces agréables moments qu'on a passés ensemble. Hein. Merci beaucoup. Et un peu plus de 52 minutes, c'est vite passé. C'est rapide.
C'est 1 très heure de vite temps. passé. On ne voit pas le temps passer parce Ouais. qu'on parle beaucoup. Le sujet est de grand intérêt. Alors dites-nous, Annick, comment est-ce que vous avez apprécié ce moment passé ensemble avec nous? Alors, c'est un moment très convivial, un moment de partage de, de vérité, de bêtises, de fou rire. Et c'est ce qui fait la spécificité de l'émission. C'est un cocktail de sentiments. Et je pense que, en tout cas, vous m'avez fait passer un moment très agréable. Je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci de m'avoir invité. Je voudrais féliciter toute l'équipe pour votre disponibilité, votre professionnalisme, votre accompagnement. Mirabel Et Apaki. bon courage. On a eu du merci plaisir à être beaucoup. en sa compagnie. C'était super, c'était Merci détendu, c'était agréable. Et Plaisir j'espère que partagé, comme on le dit. nos téléspectateurs vont apprécier également ce numéro, surtout dans notre espace assez particulier aujourd'hui. Oui, Bah, là, je l'espère l'espace aussi. est assez convivial. L'invité est plus qu'adorable. Annick Dimadja, merci infiniment. Merci beaucoup. D'avoir accepté vous prêter à ce jeu avec nous. La thématique abordée, elle est vraiment assez Elle est grande. d'actualité. On n'a pas pu, elle est d'actualité. C'est clair qu'on n'a pas pu aborder tous les contours, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les parents, ou nous parents, devons nous réorganiser, mieux nous organiser pour un meilleur suivi de l'éducation de nos enfants afin d'éviter réellement les déviances, notamment les déviances sexuelles qui ne profitent pas du tout à nos enfants. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de Boulevard des Femmes. Christelle Sabourin et toute son équipe ont encore assuré et je suis sûre que vous avez aimé. Donc, on leur dit également merci. Mirabel, merci. Fifame et Salomé Atadéji, tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission, je vous dis un grand merci. Et à vous, chers amis téléspectateurs, merci également de nous rester toujours fidèles. Et qu'est-ce qu'on dit, Mirabel? À bientôt. À bientôt.